c'est l'histoire d'une fratrie brisée par la disparition de l'un d'eux. En septembre 2017, Ali ne donne plus signe de vie. Son frère, Larbi, se jure alors de le retrouver, coûte que coûte. Il plonge dans la vie ombrageuse d'Ali, investiguant pour retrouver sa trace. Prêt à tout pour comprendre ce qui lui est arrivé, il va même jusqu'à troubler l'enquête officielle dans sa recherche. Vous écoutez Devoir d'enquête, Justice sera faite, première partie. À Amblève, en Belgique, Larbi Chabeb s'acharne à percer le secret derrière la disparition de son frère. Persuadé qu'il a été assassiné, il est prêt à tout pour faire payer ce qu'il soupçonne de l'impensable. Ça occupe toute ma vie parce que, c'est bien sûr, mon frère fait partie de ma vie, vous voyez ce que je veux dire. Et le vide qu'il laisse là maintenant, je ne peux plus rien faire sans que ce soit résolu. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Il y a mon frère et aller le chercher où il est, point barre. J'arrive pas à me mettre sur autre chose que retrouver mon frère et de l'enterrer. Il est persuadé que son frère Ali a été tué. C'est son frère cadet. Entre eux, la relation a toujours été très particulière. Ce sont les deux gamins de la famille. On était tout le temps ensemble. Ouais, c'était mon meilleur ami, quoi. C'était mon meilleur ami, extrêmement complice. On était presque des jumeaux, quoi. Plus tard, la vie les a séparés. Peut-être à tout jamais. Un soir d'octobre 2017, Larbi apprend qu'Ali ne donne plus signe de vie. Sa sœur Zara n'oubliera jamais sa réaction. C'est la première fois que je vois Larbi comme ça, en pleurs. Il a crié un coup comme si le monde s'écroulait sur la tête. Et c'est en le voyant que j'ai réagi qu'il y avait vraiment quelque chose. Il s'est passé quelque chose de grave. Larbi le sent. Arrivé au domicile de son frère, il en aura la certitude. Son portefeuille était sur la table. Non, il n'y avait rien. Tous ses papiers, carte d'identité, carte de banque, tout était dans son portefeuille. Et on a vu qu'il n'y avait plus de vie dans l'appartement d'Ali. C'est pas normal. Partir 15 jours sans donner de nouvelles à personne, non. C'est pas Ali, ça. Dans la chambre, près du lit, c'est le choc. On a retrouvé donc du sang coagulé à côté du lit et quelques gouttes sur le lit. Donc là, en effet, là, on commence à se dire, ça y est, on est venu chercher. Donc ouais, on se fait des films, on pense que dans un premier temps, dans un deuxième temps, qu'on a peut-être tué Ali chez lui. Directement après, on a été à la police faire déjà une déposition comme quoi Ali avait disparu. Eux, ils prennent ça exagérément de recul, quoi. Et nous, maintenant, il va peut-être revenir. Il n'y a pas eu de réaction, donc pour moi, c'est 0. 0, 0, 0. Bon, pour moi, j'ai déjà compris. Hein. J'ai déjà compris qu'il fallait rechercher nous-mêmes, quoi. Qu'il fallait que ce soit nous, la famille, qui fasse ce travail, quoi. Ce soir-là, il m'a dit, mais moi, j'ai toutes les connaissances d'Ali, que ça n'allait pas avec lui. On a pris la voiture, on a fait le tour de toutes les connaissances d'Ali. Angoissé, il part à la chasse aux suspects. En a-t-il les moyens et la carrure? Toute sa vie, il a prouvé qu'il était le meilleur. À Seraing, tout le monde le dit, Larbi Chabeb est quelqu'un hors du commun. C'est un caractère très fort, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui n'est pas faible à l'intérieur, c'est un combattant. Et c'est non seulement un battant, mais c'est un compétiteur, il veut gagner. Lui, il veut pas seulement combattre, mais il veut gagner la partie. Ami de Larbi Chabeb. Larbi, il ira jusqu'au bout de son enquête, lui, pour aider les enquêteurs. Donc
Il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé, ça c'est sûr. C'est à quelqu'un d'obstiné. Très jeune, il a fui sa campagne natale pour se construire une nouvelle vie. D'abord, une vie mondaine. À 20 ans, il pose pour de grandes marques. Paris, New York, ces clichés, tout comme lui, font le tour du monde. Après les strass et les paillettes, il se consacre à sa famille et décroche un job de commercial. Il est le meilleur vendeur de sa boîte. Pour moi, c'est un exemple. Il a réussi, il est bien, je suis fier de lui. Voilà. À 48 ans, Larbi, le battant, n'imagine pas encore à quel point son enquête va bouleverser sa vie et bousculer le travail des enquêteurs. Le petit espoir que j'avais, vraiment c'était infime, me disait que je devais quand même aller le chercher, toi, là où il était, mort ou vif, quoi. Ses premières recherches s'orientent vers les hauteurs des Ouailles, au fief des Forains. Son frère Ali travaille pour eux. Ils montent leur scooter dans les kermesses. La dernière fois, Ali n'aurait pas été payé. Ça a pu mal tourner. Larbi veut tirer l'affaire au clair, et peu importe les risques. Il débarque vers minuit chez Pierrot, surnommé le parrain, le chef des forains. Donc je me présente, je dis je suis le frère d'Ali, on vient voir pour voir si vous n'avez pas vu mon frère Ali. Non, dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Et après on voit le Pierrot qui s'amène derrière sa femme. Et là il dit foutez le camp de chez moi, mais vraiment vulgaire et tout. Quand je me présente, que je dis que je vais chercher après Ali et qu'il nous sort un pétard et qu'il veut rien savoir, je me dis celui-là, il est bien sûr qu'il est suspect. Je dis à ma soeur Zara, je dis écoute, ça va laisse tomber, on reviendra. Larbi m'a pris et on est reparti directement. Pierrot est le premier suspect de Larbi. Il ne sera pas le dernier. Dès le lendemain, grâce à une application, Larbi localise le lieu présumé de la disparition. C'est à Liège, dans un immeuble avec des boxes de garage. À l'époque, rien ni personne ne peut se mettre en travers de sa route. On rentre via une personne qui nous a ouvert, qui ne voulait pas nous laisser passer, même nous, voilà. C'était une histoire de vie ou de mort, donc on rentre de force et on fouille tous les garages. Larbi Chabab est prêt à tout et tout lui paraît suspect. Larbi s'est dit peut-être qu'ils ont enfermé Ali dans le box et qu'ils l'ont déplacé et qu'Ali est encore en vie. On imagine qu'il est dans un sale état, qu'il est enfermé et qu'il faut se dépêcher à le retrouver. Larbi Chabab identifie alors un deuxième suspect. Un homme qui produit des clips vidéo de sport de combat avec Ali. Mon frère Larbi, il l'a un jour rencontré, il a été le trouver, et Larbi lui a dit t'as fait des clips avec mon frère Ali. Non, je connais pas. Ça aurait pu être aussi un suspect à ce moment-là, c'est ce qu'on se dit. Comment savoir si c'est une bonne piste? Les témoignages récoltés partent dans tous les sens. Ce matin-là, un témoin l'affirme. Ali était bien chez les forains le soir de la disparition. Le chef des forains redevient suspect. Le Pierrot, il habite dans un cul-de-sac, il est tranquille, il a des mini-pelles, on s'est dit oui, il a tué Ali, hop, un trou avec sa mini-pelle, et il n'y a plus de traces. C'est vrai.
Malgré la menace, Larbi retourne chez les forains avec sa sœur Zara. Il fouille partout, même dans les bois environnants. On cherche un corps ou, dans le meilleur des cas, mon frère séquestré. On retourne tout, on ne laisse rien au hasard, quoi. Durant ses premières fouilles, Larbi pense au parcours chaotique de son frère. Contrairement à lui, son frère n'a pas pu se construire une vie sociale et professionnelle stable. Ali Shabab grandit aux côtés de Larbi, qu'il adore, et de ses sœurs. Les parents sont divorcés. La mère n'est pas tendre avec Ali. Elle avait la main plus que légère, on va dire, quoi. C'était d'hyper-violence, quoi. Maman, elle le battait. Chaque fois qu'elle faisait une connerie, on savait comment ça allait se terminer. Elle a déjà à plusieurs reprises frappé Ali, il tombait évanoui par terre, qu'elle continue à frapper dessus. C'est Larbi qui a séparé. Adolescent, Ali va perdre pied. Il est tombé dans la came. Et ça, c'était le début de la fin. Le début de la fin parce que l'agressivité qu'il avait en lui, il a commencé mais vraiment à avoir des bagarres mais plus violentes. Les gars, ils volaient. Hein. Ali Shabab fréquente les maisons de redressement, puis la prison. Son dernier avocat évoque son parcours. Des dossiers un peu différents, du roulage. Maître Mathieu Simonis, avocat d'Ali Shabab. Des vols, recels, et un dossier qui était fixé en correctionnel pour des coups et blessures. Monsieur Shabab, certes, était une personne un peu marginale, mais c'était pas un truand, c'était pas un criminel, c'était plutôt une forme de marginalité. Ali Shabab n'avait pas que des amis. Il devait être entendu comme témoin dans une affaire de meurtre. Je sais qu'il fréquentait beaucoup le milieu des marchands forains, des ferrailleurs, peut-être même quelques petites histoires de stupéfiants, c'est pas impossible. Dans le milieu dans lequel il baignait, avec toute une série de personnes, à mon avis, qui gagnaient un peu leur vie de la même façon que lui, peut-être des personnes dangereuses, peut-être des personnes qui figuraient dans les dossiers, d'ailleurs, dans lesquels il devait être cité devant le tribunal. Peut-être que la clé de cette énigme se trouve dans ces dossiers. Attendons de voir. Plus le temps passe, plus Larbi se sent angoissé. Un autre sentiment l'envahit quand il pense au message envoyé par son frère juste avant sa disparition. Je vois très bien que sur le message qu'il m'envoie sur Facebook, il parle de mort. Donc il me dit vraiment, j'aimerais bien qu'on se revoie et j'espère que tu ne vas pas laisser aller les choses, donc la séparation que je lui ai mis, jusqu'à la mort d'un de nous deux. Donc je fais directement le lien avec sa disparition, et là je commence à pleurer, mais c'est infernal, quoi. Ça faisait 14 ans qu'il avait coupé les ponts avec Ali. Parce qu'il a eu quand même des soucis avec Ali, il a essayé de le sortir d'où Ali était. Ali replongeait toujours. Et pour finir, Larbi a dit stop. La culpabilité le ronge. Elle pourrait l'aveugler. Il croit qu'il aurait pu sauver son frère. Peut-être est-il toujours en vie. Au 3e jour de l'enquête, Larbi garde peu d'espoir. Ses recherches à Ewaï sont restées vaines. Mais il parvient à identifier un témoin clé, Michaela. Elle est la nièce du chef des forains. C'est aussi une amie d'enfance d'Ali. Ensemble, ils ont connu pas mal d'infortunes. Il me connaît depuis que j'étais toute petite parce qu'il était ami avec mon frère, c'était son meilleur ami.
Je trouvais qu'il était bien avec les enfants et moi, voilà. On l'aimait bien tous. Il avait le cœur sur la main. C'était un garçon qui ne faisait rien de mal. Et voilà. Michaela le reconnaît. Les relations entre Ali et son oncle Pierrot, le forain, étaient parfois tendues. De là à le tuer. Moi, j'étais pas tout le temps au contact avec mon oncle. C'était mon oncle, mais j'étais pas au contact tout le temps. Parce que j'étais tout le temps avec Ali, moi, et voilà, et ouais, et je n'allais jamais chez eux. J'allais jamais. Mais Ali me disait, des fois, il avait des petits trucs qu'il me disait et tout ça. Si des petites disputes ou quoi, oui. Mais pas faire ça. Non. Non, c'est pas possible ça, non. Non, ma famille n'est pas comme ça. Franchement... Selon elle, sa famille n'a absolument rien à voir avec la disparition d'Ali. Il y a une autre piste, beaucoup plus crédible. Elle a parlé à Ali la nuit de sa disparition, vers 2h du matin. Je l'ai téléphoné pour voir et il m'a répondu, il a dit comme ça, fais-moi, en revenant, 5 minutes, j'arrive, il dit, fais-moi une gamelle, qu'il me dit, tu vois, une gamelle. Quand il disait quelque chose, c'était vraiment, il venait directement. J'avais préparé ça, son manger et tout, et j'ai attendu. Quand elle lui a téléphoné, Ali n'était pas chez les forains, mais près du parc à Ewaï. Finalement, c'est là qu'il aurait disparu. L'Arbi décide d'organiser de nouvelles fouilles. On a fouillé partout. Les tacs d'égout, en dessous des buissons, partout en dessous du pont d'Ewaï, il y a 2 grands tacs d'égout. J'ai été à l'intérieur. Et à un moment donné, on voit dans les buissons vraiment comme des éclaboussures de sang. On aurait dit des caillots de sang avec des morceaux de cervelle et alors il y en avait, mais vraiment c'était localisé. C'est vraiment des dépôts qui ont été projetés de manière horizontale. Tu me dis, c'est là qu'on a abattu mon frère. En plus de l'angoisse et de la culpabilité, l'Arbi ressent à présent la colère et la haine contre un nouveau suspect. Il travaille juste au fond du parc, à la cafétéria de la piscine. Un certain Franck. Il a connu Ali en prison. Franck a vu Ali peu de temps avant sa disparition. Le beau-fils de Zara était là. Ali parle avec mon beau-fils, et il dit à mon beau-fils, je viens de faire un gros coup. Et mon beau-fils dit, qu'est-ce que tu as fait? Et Ali lui répond, je viens de faire sauter un dealer de Liège. Il a été le voler, il a été lui prendre sa coke. Il cherchait donc à la vendre, quoi. L'Arbi échafaude encore un nouveau scénario. Mon hypothèse, c'est que mon frère a donné à ce moment-là donc sa cam à Franck et que Franck était chargé donc de lui vendre sa cam et de lui ramener soit l'argent, soit la cam s'il n'a pas réussi à la vendre le lendemain, et que Franck n'a pas honoré la mission que mon frère lui a donnée et que mon frère il a compris qu'il s'était fait entre guillemets entuber, quoi, ou que l'autre a essayé de l'entuber. Après 5 jours d'enquête, l'Arbi pense avoir trouvé le tueur, le mobile et la scène de crime. Encore faut-il le prouver. Donc on téléphone à la police, ils sont quand même descendus, ils ont mis un périmètre et ils ont relevé donc ils ont fait des prélèvements, quoi. L'enquête judiciaire semble démarrer, enfin. L'Arbi pense que c'est grâce à lui.
Il ne le sait pas encore, mais depuis le début, un juge est chargé de l'affaire pour homicide. On se rend bien compte que les devoirs qui vont devoir être menés sont des devoirs assez complexes, notamment de téléphonie, de recherche Internet, de témoignages, d'ADN. Et la police fédérale prend le relais au niveau de cette enquête. Désormais, l'enquête est entre de bonnes mains. Les gros moyens paraissent déployés. Larbi pourrait quitter la vallée, ne plus marcher sur les plates-bandes de la police. Pourtant, il s'acharne. Il enquête jour et nuit. La pression est de plus en plus forte. Larbi, il a carrément changé. Il ne dort plus, il a eu des problèmes de santé. Il se ronge de l'intérieur. Il a commencé à s'éteindre, à s'effacer. Le Larbi que je connaissais super fort, il s'est arrêté de courir carrément. J'ai pratiqué le sport à haut niveau et même ça, je ne sais plus le faire comme avant parce que je culpabilise. Je culpabilise de faire du sport, surtout que mon frère est à 3 mètres sous terre ou est en décomposition quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tué. Tué, ça veut dire que son cœur ne bat plus. Ça veut dire que c'est quelqu'un, je ne le verrai plus jamais. Je ne le verrai plus jamais. Que dans mes souvenirs. Après 1 an d'enquête, le surhomme est au bord du vide. Son frère reste introuvable. Dès le début, les policiers lui avaient proposé une aide psychologique et juridique gratuite. S'ils veulent vraiment m'aider, ils me ramènent mon frère. Et c'est mieux que n'importe quel discours psychologique, massage cérébral, j'ai pas besoin de tout ça, moi. C'est pas grave que je dorme pas. C'est pas grave que je dorme pas. Donc j'ai pas besoin qu'on m'aide à mieux dormir, j'ai pas besoin qu'on m'aide au niveau psychologique, j'ai besoin qu'on m'aide à retrouver mon frère. Si vraiment on veut m'aider, on me ramène mon frère. Où en est l'enquête? Les enquêteurs ont-ils exploité les pistes de Larbi Chabab? J'ai déjà fait 2 fois la démarche pour aller voir dans le dossier et 2 fois ça a été refusé. Et on ne dit pas le pourquoi. Alors on est vraiment laissé comme ça, sans rien savoir. Les relations avec les enquêteurs deviennent de plus en plus tendues. Pour moi, ils ne se tracassent pas trop. Puisque j'ai même dit à un inspecteur, j'étais assez cru en disant « Oui, vous vous en foutez. Ali, il a une mauvaise réputation. Il a fait de la prison. Pour vous, vous êtes tranquille, vous n'allez rien faire. » Et ils m'ont dit, il ne faut pas prendre tout ça comme ça, madame. Nous, on va quand même chercher. Pour moi, ils ne font pas grand-chose non plus. Hein. Mais moi, j'ai pas confiance déjà. D'un point de vue général, j'ai pas confiance aux gens. C'est pour ça que je dois toujours tout faire par moi-même. Mais dès le départ, je sens qu'on rentre dans l'enquête avec les pieds lourds, quoi. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Martin Ernst et Axel von Weyenberg. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Emmanuel Rebinder.